Kikou, c'est Guitou. Un nouveau rapport de bataille sur Star Wars X-Wing. Avant de débuter celui-ci, je remercie donc Niarf et Aurélien pour toutes les remarques sur le rapport précédent où j'avais commis des erreurs de règles. J'en commettrai certainement encore beaucoup. Et donc, si vous voyez des erreurs, communiquez-les-moi, ça me permet de m'améliorer et d'améliorer mes comptes rendus. Je remercie également Gundrake qui m'aide beaucoup sur mes compos de liste, sur les points de règle qui permettent de faire des combos, des choses comme ça. Merci à lui, merci beaucoup. Donc un petit rapport de bataille qui a eu lieu donc le 10 janvier 2025 en vue de la préparation de mon premier tournoi de X-Wing en vis-à-vis qui a eu lieu donc le 19 janvier. L'idée était de tester donc cette liste. Je remercie Jeff donc de l'association La Table des Stratèges qui a accepté de faire cette petite rencontre afin que je puisse tester ma liste et avoir quelques certitudes ou pas avant d'aller à ce tournoi. Donc le premier match opposé donc à Jeff qui joue Alliance Rebelle contre moi-même qui joue également Alliance Rebelle. Voilà. Partons sur donc les compositions de liste. Tout d'abord celle de Jeff, donc qui jouait Touch Thunder, donc un Y-Wing qui avait 2 points, 2 dés d'attaque, 1 dé de défense, 6 points de coque pour 2 boucliers, qui a la compétence de pilote d'après avoir effectué une action de verrouillage. Il peut choisir un vaisseau allié à portée 1 ou 3 et il peut verrouiller également le vaisseau allié peut également verrouiller cet objet, donc le plus souvent un vaisseau ennemi. Il a une tour à la canon ionique qui permet, si l'attaque touche, de réaliser un dégât et d'infliger des marqueurs de ionique, ce qui m'obligerait donc à avoir moins de mobilité sur le tour d'après et à m'obliger à faire une manœuvre bleue de mémoire, un tout droit bleu. Et il avait des bombes à protons qui lui permettent donc de larguer une bombe à protons qui peut faire donc du dégât largué par l'arrière, et uniquement par l'arrière sur ce vaisseau. Il avait une initiative de 4. En termes de gabarit de manœuvre, donc c'est un Y-Wing, vaisseau plutôt manœuvrable à faible vitesse, et les manœuvres rouges n'interviennent qu'à partir du cadran numéro 3. Ça valait 4 points selon XWA. Il avait également Horton Salm, deuxième Y-Wing, donc même compétence, 2 dés d'attaque, 1 dé de défense, 8 points de vie. Sa compétence de pilote, tant qu'il effectue une attaque, il pouvait relancer un dé d'attaque pour chaque autre vaisseau à portée 0-1. Ce qui peut être très fort en mode nuée. En même temps, il a que 2 dés d'attaque, donc maximum 3 s'il a porté 1, donc il peut pas non plus relancer des sauts de dés. Tour à la canon ionique, j'en ai parlé également, et des mines à proximité qui font du dégât et qui est un gros marqueur de mine qui embête bien le terrain. Initiative 4 également, même cadran de manœuvre, et qui valait également 4 points. Jack Porkins sur un T65, donc lui 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 dés de coque et 2 boucliers. Alors lui il a une compétence qui ne fait pas du tout rêver dans X-Wing, c'est-à-dire qu'après avoir gagné un marqueur de stress, il lance un dé d'attaque pour le retirer, et sur un résultat touche, il subit un dégât. Donc si je ne dis pas de bêtises, il a 3 chances sur 8 quand il lance un dé de prendre un dégât, et le reste de retirer un marqueur stress. Il a la compétence prédateur, donc tant qu'il effectue une attaque et que le défenseur est dans le bullseye, il peut relancer un dé d'attaque. Et il avait des torpilles à protons, donc torpilles à protons portées 2 à 3, on lance 4 dés, et on peut changer un résultat touche en résultat critique. Et un R5D8, donc qui permet de réparer une carte de dégâts face cachée en payant une charge, et qui lui permet d'avoir d'office l'action de réparer une carte de vaisseau face visible et uniquement une carte de dégâts vaisseau.
termes de manœuvrabilité, c'est un X-Wing, donc très peu de manœuvres rouges, seulement des manœuvres spéciales sont stressantes pour lui. Bon cadran de manœuvre. Et Jake Porkins valait 5 points avec une initiative de 4. Donc 3 vaisseaux, initiative 4. Et le dernier, notre liste, Luke Skywalker, toujours sur son T65. Donc même compétence, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 de coque, 2 boucliers, mais il a 2 points de force qui se régénèrent. Et avec sa compétence de pilote, après que vous ayez été déclaré comme défenseur, avant que les dés ne soient lancés, vous pouvez récupérer un point de force. Ce qui est très fort puisque un point de force permet de modifier un dé de défense. Il avait visée instinctive, donc pour un point de force, il annule les prérequis de focus ou de verrouillage pour des armes spéciales. Donc il avait également torpille à proton, donc avec visée instinctive, il n'a pas besoin de verrouillage, il dépense un point de force et il peut lancer pour un point de force une torpille à proton qui fait donc qui peut changer, qui lance 4 dés à portée 2-3 et qui permet de changer une touche en touche critique. Et il avait R2D2, donc quand il révèle son cadran, il peut dépenser une charge. Il gagne un marqueur de désarmement, ce qui n'est pas bien. Par contre, il peut récupérer un bouclier, ce qui est très bien. Cadran de manœuvre du X-Wing, je viens d'en parler. Et il coûtait donc 6 points pour une initiative 5. Donc Jeff jouait à 19 points. C'était convenu entre nous qu'il n'aurait pas le malus de fait d'avoir moins de 20 points. C'était comme il a gentiment accepté de tester ma liste et que voilà, il voulait pas y passer beaucoup de temps. Il a pris des fiches de personnages déjà bien établies et voilà, on a convenu que on restait là et que donc je n'aurais pas les points les points de victoire bonus parce qu'il était à 19 au lieu de 20. En ce qui me concerne, commençons par Tennum, initiative 4. Il a 3 dés d'attaque, 1 dé de défense, 4 points de coque et 4 boucliers. Il peut faire de jolies manœuvres, focus plus tonneau, le verrouillage et un tonneau blanc. L'intérêt de Tennum, c'est que tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de stress pour changer tous vos focus en résultat évasion ou touche. En clair, le stress fonctionne comme le focus pour Tennum. Et ça, c'est une donnée importante. Donc, le B-Wing dispose des S-Foils stabilisés qui lui permettent, en position repliée, d'avoir une action double, c'est-à-dire tonneau plus évasion, et rechargement également, rouge. Et en S-Foils stabilisé, il lui dispose de tonneau plus verrouillage, et il a aussi cette particularité qui m'intéresse beaucoup, c'est que si je dépense un verrouillage sur un défenseur, je peux effectuer une attaque bonus de canon, c'est-à-dire que potentiellement dans le même tour, je peux tirer 2 fois, une fois avec l'arme principale à 3D et la deuxième fois avec un canon, si je suis équipé de canon. Et bien sûr, je l'ai équipé de canon. Des canons à proton qui ne tirent que dans le bullseye à 4D à portée 2-3. Et donc les canons à protons disposent de 2 charges récurrentes et quand on les dépense, on change un résultat focus ou un dégât en un résultat touche critique. Le cadran de manœuvre par contre du B-Wing est très rouge. Et en même temps, ça combote bien avec le fait que pour Tennum, et uniquement pour lui, un marqueur stress équivaut à un focus. Ça veut dire que quand je fais une manœuvre rouge, certes je me stresse, certes je ne peux pas faire d'action. Par contre, quand j'attaque ou je défends, je peux transformer mes focus en évasion ou en touche. Il vaut 4 points. Je l'avais combiné à Kraken, initiative 5. Après avoir effectué une attaque, je peux choisir un vaisseau allié à portée 1. Ce vaisseau peut effectuer une action en la considérant comme rouge. Donc c'est une forme de coordination à portée 1 qui est gratuite. C'est-à-dire que ça ne rentre pas comme étant une action pour Kraken. Kraken, il a 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 2 dés de coque et 2 boucliers. Voilà.
Vaisseau relativement fragile. Je avais ajouté système de commande de tir afin de pouvoir relancer un dé sur une cible qui est verrouillée. Et pour être complet, j'avais rajouté chef d'escouade, ce qui me permet de faire une coordination rouge avec ce vaisseau, ce qui voulait dire que je pouvais effectuer une attaque coordonnée, mais auparavant, lors de ma phase d'activation, je pouvais également l'activer. Activer la coordination, donc je pouvais coordonner un vaisseau, et quand j'attaquais, je pouvais offrir une action à un autre vaisseau. Cadran de manœuvre très sympathique, très bleu-blanc, juste 2 manœuvres rouges qui sont des manœuvres de retournement à vitesse 3 et 4. Et Kraken ne vaut que 3 points. Ahsoka Tano, initiative 5. Elle dispose d'une capacité de pilote très intéressante également qui permet, après avoir effectué une manœuvre, on n'est même pas obligé de l'effectuer. Après avoir effectué entièrement une manœuvre, on peut choisir un vaisseau allié à portée 0,2, on dépense 2 points de force, et ce vaisseau peut effectuer une action même s'il est stressé. Et ça, c'est vraiment bien, puisque la coordination, si on ne peut pas coordonner un vaisseau qui est stressé, puisqu'un vaisseau stressé ne peut pas faire d'action. Il dispose aussi des propulseurs vectoriels, c'est qu'après avoir effectué une action, on peut en plus effectuer une action rouge d'accélération. Donc le A-Wing, quant à lui, a 2 points d'attaque, 3 dés de défense, 2 points de coque, 2 boucliers et 3 points de force. Il a également nativement l'accélération blanche et l'esquive, qui n'était pas le cas de la plupart des vaisseaux précédents. Visée instinctive, donc comme je l'ai évoqué, ça me permet en plus, pour un point de force, d'éliminer les prérequis pour utiliser des armes spéciales, comme par exemple des missiles groupés que j'ai équipés, portée 1 à 2. Je lance 3 dés, je dépense une charge, je fais une attaque, et après cette attaque, si je redépense une charge, je peux faire une attaque bonus contre une cible différente à portée 0,1 du défenseur, en ignorant le prérequis de verrouillage. Et uniquement de verrouillage, c'est-à-dire que le deuxième vaisseau doit être dans mon arc de tir et à portée 1 à 2. Je le précise parce que c'était pas clair et c'est une des choses que j'ai apprises dernièrement grâce à ce tournoi. Et il me restait un petit point qui traînouillait. Je lui ai mis donc la sûreté intégrée, ce qui me permet, si les résultats d'attaque ne me plaisent pas, je peux récupérer le point de charge du missile groupé. Et j'avais également tactique de nuée qui me permet de choisir un vaisseau allié à portée 1 et de lui donner la même initiative que Ahsoka, à savoir 5. Le cadran d'Ahsoka et du A-Wing est plutôt blanc-bleu aussi. Pas beaucoup de manœuvres à portée 1, un vaisseau qui peut aller très très vite et très très loin, mais très fragile, et il a donc possibilité de faire des manœuvres rouges, soit de retournement, soit virage et retournement. Virage léger. Il vaut 5 points. Nous avons équipé aussi Wedge Antilles, cette fois-ci sur un A-Wing, tant qu'il effectue une attaque principale, si le défenseur est dans son arc de tir, le défenseur lance un dé de moins. Il a également les propulseurs vectoriels puisqu'il est sur un A-Wing, donc il peut faire des actions d'accélération rouge. Bonus, même caractéristique du châssis pour l'attaque, la défense et les points de vie. Je vais rajouter la carte prédateur qui me permet en plus, si la cible est dans mon bullseye, je peux relancer un dé d'attaque. Et il restait un point, donc j'ai rajouté le tir assuré qui me permet de changer un résultat touche ou un résultat critique en résultat touche. Et dans ce cas-là, ça oblige le défenseur à exposer une de ses cartes de dégâts. C'est un peu aléatoire, mais bon, il me restait un point. Même cadran de manœuvre. Et ça pour 3 points également. Et enfin, le dernier, le Gavin Darklighter, qui est sur un E-Wing, donc un vaisseau à initiative 4,
Tant qu'un vaisseau allié effectue une attaque, si le défenseur est dans l'arc de tir de l'attaquant, donc de Darklighter, il peut changer un résultat touche en résultat critique. C'est gratuit et ça marche pour tout le monde autant de fois qu'on veut. Et il a les scanners expérimentaux qui permettent de verrouiller une cible quelle que soit la distance, sauf à portée 1. Il a quelques actions doubles, à savoir tonneau plus verrouillage et accélération plus verrouillage. Je l'avais également équipé d'un système de commande de tir, d'office il va verrouiller systématiquement, donc ça permet de relancer un dé quand je tire sur un vaisseau verrouillé. J'avais rajouté des torpilles à plasma qui me permettent de tirer à 3D portée 2-3. Donc lorsque l'étape de neutraliser les résultats touches critiques sont annulés avant les touches classiques et après cette attaque, lorsqu'elle a touché, le défenseur perd un bouclier. Donc c'est une touche, si l'attaque touche, on retire un bouclier systématiquement à l'adversaire. Et j'avais rajouté Optimiste qui me permet, si un vaisseau est détruit à portée 0,3, de pouvoir faire une action de focus ou d'accélération. Potentiellement, comme le wing a 3D de défense et 6 points de vie, il devrait être dans l'un des derniers à mourir. Donc ça peut potentiellement la possibilité de faire des actions gratuites avec ce vaisseau quand un autre est détruit. Le cadran de manœuvre est sympathique. Seuls les virages serrés 1 sont stressants. Après, on est très proche du cadran de manœuvre du X-Wing. Avec des virages légers qui permettent de se retourner et un tout droit 4 qui permet de se retourner. Et il vaut 5 points en XWA. Et ben bagarre. Donc scénario, engagement fortuit, donc en clair c'est du dogfight. Le principe c'est on place un seul objectif au milieu de la map. Lorsque un vaisseau est à portée 0 ou 2 de cet objectif, les joueurs gagnent un point par tour, et s'il y a un seul joueur qui est à portée 0,2 de ce satellite, ben, il gagne 2 points alors que son adversaire en gagne 0. Donc, soit on gagne 1 point par tour chacun, ou alors il y en a un qui gagne 2 points et l'autre 0. Voilà. Et le reste des points se fait de la façon suivante. Lorsqu'on réduit la moitié de la santé d'un vaisseau, on prend les points qu'il coûte en XWA, réduit, arrondi vers le bas, et ça compte comme des points de victoire. Et lorsqu'il est détruit, eh ben, on met les points égaux à la moitié de la valeur, arrondi au supérieur, ou la totalité des points s'il est détruit directement en one strike. Voilà, et donc l'objectif c'est de marquer 20 points, ou d'aller jusqu'au 12e round. J'avais pris 3 obstacles, nuages de débris, qui sont des obstacles plutôt moyens. Si j'oublie pas, je reviendrai, et ça a été une des choses qui a évolué jusqu'à mon tournoi. J'ai changé d'obstacles, je suis parti sur des tout petits obstacles astéroïdes qui font potentiellement plus de dégâts, mais qui sont beaucoup plus simples à jouer quand on débute. Plus l'obstacle est petit, plus c'est simple à jouer quand on débute. Mon adversaire, quant à lui, avait pris un nuage de débris, un astéroïde et un nuage de gaz, le tout étant placé grosso modo en cercle autour de l'objectif principal. Donc nous avons placé nos vaisseaux. J'avais placé tout en haut à gauche l'ami Wedge. L'idée était d'en faire un petit moucheron qui pouvait emmerder le monde. On verra si ma stratégie a payé dans les tours suivants. Mais voilà, je l'avais séparé volontairement pour essayer d'étirer un peu la force de mon adversaire sur toute la largeur de la map. Ou au moins qu'il se sente obligé d'en mettre un en face pour réduire un peu sa force. Je joue à 5 vaisseaux, je joue à 4. Plus j'étire sa force, plus j'ai de chances de l'embêter. J'étais premier joueur, j'ai placé Tennum et Kraken en soutien juste derrière, et donc mon E-Wing qui est en bas à gauche, qui est en fait un X-Wing, mais j'avais pas la figurine, donc c'est un X-Wing des Renegades Sceaux,
qui était soutenu par Ahsoka en backup. Première manœuvre, donc tour 1, on avance joyeusement, je maximise pas mal les actions doubles, c'est pour ça que la plupart de mes vaisseaux sont stressés, pour optimiser au maximum mes positionnements, comment je me place par rapport à la map suite au déplacement de mon adversaire qui lui en gros rush de mémoire à 2 ou à 3 vers l'avant. Ma manœuvre à 3 si mes yeux ne me trompent pas. Je mets Wedge, j'essaye de le mettre à l'abri entre deux obstacles, notamment le nuage de gaz pour le protéger un petit peu des éventuels tirs. D'ailleurs, il est à portée de tir juste d'un poil de cul, mais il restera à portée de tir d'un des deux X-Wing. Je crois que c'est le plus proche, ça doit être Jack Porkins qui est en mesure de lui tirer dessus dès le tour 1. Et comme j'ai beaucoup de chance, la touche a réussi, et donc Wedge perd déjà un bouclier dès le tour 1, il lui reste donc 3 points de vie. C'est donc Jeff qui récupère l'initiative pour le deuxième tour, et là s'ensuit tout un tas de manœuvres. Je garde la partie basse groupée, et j'envoie Wedge un peu au casse-pipe vis-à-vis des face au X-Wing. Et comme vous pouvez le voir, en plus je suis un roi de la mauvaise manœuvre et je viens chatouiller le nuage de gaz, ce qui me provoque les effets pénibles qui vont avec, c'est-à-dire d'être ionisé, et le deuxième terme, je ne m'en rappelle plus, mais qui fait que je lance un dé de défense en moins, je crois, sur une attaque. Donc là, on se tire joyeusement dessus, on est les uns en face des autres. J'ai Luke Skywalker qui est dans mon bullseye, et Jack Porkins qui peut me tirer dessus. On a également Orton Salm, je suis dans son arc de tir, donc là je sais que je vais prendre 3 vaisseaux qui vont me tirer allègrement dans le groin. Il me reste 3 points de vie, mes chances de survie sont minimes. Alors qu'en bas, contrairement à ça, on se retrouve avec Dutch Vander qui lui est potentiellement dans 3 arcs de tir, et qui lui va prendre, mon objectif est de lui en mettre plein les dents. Et ben Wedge ne survit pas à ce tour 2. Beaucoup trop de tirs viennent le pénaliser. Donc il sort dès le tour 2, il prend une rafale de 2 dégâts, il prend 4 dégâts, finalement qui n'est pas énorme vu le nombre de tirs qu'il a pu prendre durant cette phase, durant ce tour. Luke Skywalker, quant à lui, perd 2 de ses boucliers, malgré l'utilisation d'un point de force. Et Orton lui perd un bouclier. Par contre, Dutch Vander lui commence à prendre cher, il perd ses 2 boucliers, il prend une touche et une touche critique. La touche critique, quand il effectue une attaque, il lance un dé d'attaque de moins, donc, ce qui est assez pénalisant quand on en a que 2. Tour 3, c'est la phase où tout le monde se resserre gentiment, donc là on se retrouve tous autour de l'objectif central, et ça tire à tout va, dans tous les sens. Que dire de plus, voilà, c'est optimisé. On voit le X-Wing là-haut va faire aussi un petit câlin au nuage de gaz qui lui permet donc d'être ionisé et de perdre un dé en défense. Beaucoup des cibles de mon adversaire, j'ai verrouillé pas mal de cibles de mon adversaire pour optimiser mes jets de dés. Et là donc Tennum lui perd 3 boucliers durant cette phase d'engagement. Jack Porkins lui perd donc, je crois qu'il avait déjà perdu un bouclier, il perd au moins 2 boucliers, et il a un moteur endommagé qui augmente les difficultés de virage serré. Donc une touche critique qui vient le pénaliser. Orton Salm lui également finit d'utiliser ses boucliers, et il prend également une touche critique en plus d'un dégât standard, et il lance un dé de défense en moins. Et Dutch Vander, donc lui répare son dommage critique, mais reprend des points de dégâts, donc il lui reste plus que 2 points de vie. Un tour
où finalement, c'est dans ce tour-là, je pense que la partie bascule. Beaucoup de dégâts chez mon adversaire, beaucoup de dégâts handicapants, même s'il a eu l'initiative. C'est mon adversaire conserve donc l'initiative pour le tour d'après. Donc Dodge Vendor commence à partir loin, de peur de mourir prématurément. J'envoie Ahsoka un peu loin pour éviter qu'elle soit dans les arcs de tir des X-Wing. Elle commence à être un peu hors jeu. Par contre, c'est clair que sa capacité de pouvoir donner des actions gratuites à d'autres vaisseaux, je veux absolument la garder parce qu'elle me permet de faire des choses très sympathiques avec les 3 autres vaisseaux. Voilà. Donc, encore une grosse phase de tir où là, clairement, hein, c'est du 3 contre 2. J'ai 3 contre 3, pardon. J'ai 2 X-Wing dans la ligne de mire et puis j'ai le dernier Y-Wing qui potentiellement est dans la ligne de tir de Darklighter. Darklighter qui s'est fait tirer dessus au canon ionique, donc il est ionisé. Jake Porkins qui prend encore des dégâts, en plus de son moteur endommagé qui lui augmentait la difficulté des manœuvres pour faire des virages serrés, il a le stabilisateur des serrés, c'est-à-dire qu'après avoir effectué une manœuvre autre qu'en ligne droite, il subit un dégât, sachant que il a pris 2 boucliers, 3 points de dégâts, donc il lui reste un seul point de vie, donc là Jake Porkins n'a plus trop de solutions à part aller en ligne droite et réparer éventuellement ses dégâts grâce à R5. Luke Skywalker commence à prendre cher aussi, commence à prendre l'eau. Il a 2 points de bouclier ont sauté et il a pris un dégât et un dégât critique, notamment le dégât critique qui est vous ne pouvez effectuer aucune action excepté l'action de focus et les actions de carte de dégâts. Donc barre d'action très très limitée pour Luke à partir de maintenant. Tour suivant, où il va se passer beaucoup de choses qu'on ne voit pas l'image. On a Orton Salm donc, qui est à peu près au milieu, le Y-Wing à peu près au milieu, qui va larguer une bombe derrière lui. Et prise de risque de mon adversaire. Il a 3 vaisseaux à moi derrière. Donc il veut lancer sa mine, il va lancer sa mine et effectivement il va faire beaucoup de dégâts parce que là globalement personne ne peut trop se tirer dessus. J'ai juste Ahsoka Tano qui a porté, elle chevauche encore un nuage de débris. J'ai pas été bon sur les manœuvres avec mes vaisseaux sur cette partie-là, ça a été quand même assez catastrophique en termes de positionnement, etc. J'ai pas été très très inspiré. Orton Salm va lancer donc une bombe et va faire la fête notamment à mon magnifique B-Wing Tennum qui va disparaître dans une grosse boule de feu. Donc celui-ci disparaît et Kraken perd 2 boucliers aussi par la même occasion. Donc une belle mine bien optimisée puisque de toute façon Orton Salm disparaît rapidement derrière dans le même tour puisque Ahsoka arrive à faire sauter son dernier point de vie et il s'en est fait de lui. Je reprends l'initiative. La partie commence à être déjà bien avancée, bien pliée. Donc il reste 2 X-Wing à mon adversaire plus un Y-Wing. Il me reste mon E-Wing, mon Ahsoka, donc mon RZ1 et le Kraken. Concrètement, là, c'est une phase où Jake Porkins peut toujours pas faire demi-tour, donc il faut qu'il répare et qu'il continue à réparer pour pouvoir redevenir en mesure de combattre. Voilà, c'était Dutch Thunder, je rappelle, il lui reste 1 ou 2 points de vie, et Luke est sérieusement endommagé. L'écart est creusé, je vous ai pas fait le décompte des points, mais l'écart est déjà bien creusé. Voilà. La partie est quasiment pliée. Et donc la partie on l'arrête là pour à la cloque
parce que de toute façon la partie est pliée et il est temps pour nous de remballer. Donc Ahsoka Tano, elle est quasiment sans dégâts, elle a juste perdu un bouclier dans l'affaire, et il me reste encore mon E-Wing qui est complètement full avec ses 6 points de vie de l'autre côté. Donc grosso modo il lui restait 6 points de vie sur ces 3 vaisseaux. Donc victoire au temps, 15-11. La question c'est est-ce que je suis prêt pour le tournoi? C'est pas gagné. Je me sens pas à l'aise avec cette liste. Du mal à gérer le B-Wing que j'ai jamais trop joué. Les enchaînements, savoir quand faire quoi, et surtout arrêter d'aller faire des bisous à tous les obstacles possibles. Donc je vous l'ai dit, hein, j'ai changé, mais la seule décision que j'ai prise à 8 jours du tournoi, c'est à la fois de préparer une liste chronologique de quelles actions faire avec qui, quand, comment, pour essayer d'avoir une structure et savoir exactement ce que je dois faire à chaque phase, avec qui, sur qui et pourquoi. Et puis changer mes obstacles, mettre des tout petits astéroïdes le plus petit possible. Donc j'ai commencé avec 3 astéroïdes. 8 jours après a eu donc lieu le tournoi à Orléans. Belle découverte, des joueurs extrêmement sympathiques, bienveillants avec les nouveaux. On est en mode tournoi, donc quand on fait une connerie on l'assume, mais c'est valable de part et d'autre. Et bienveillant sur les nouveaux. Vraiment, j'ai fait des tournois sur d'autres jeux, notamment du Blood Bowl. J'ai jamais vu autant de bienveillance et un tel accueil pour quelqu'un qui débute, qui fait des erreurs. Bravo à l'équipe au niveau de l'organisation, c'était super. Au niveau de l'ambiance et de la bienveillance, c'était juste topissime. Donc ça permet de voir des listes différentes, de voir plein de vaisseaux. C'est vraiment très sympathique. On a tout un tas de styles de jeu. On peut avoir, comme là, trois énormes vaisseaux qui jouent contre 5 petits. Enfin, c'est vraiment très intéressant, très enrichissant. On peut discuter avec chaque joueur. Chaque joueur exprime sa vision du jeu, sa vision qu'il a par rapport à votre liste, ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait, ce que vous auriez pu mieux faire. C'est très enrichissant, on apprend plein de choses et on progresse. Même si on gagne pas souvent, on progresse vachement. C'était vraiment extrêmement sympathique de voir tout ce qui existe comme possibilité dans ce jeu. Vraiment, j'ai passé une excellente journée. J'ai pas vu passer la journée. C'est fatigant, 4 parties d'affilée, mais c'était ce qu'on appelle de la bonne fatigue. On voit en plus de très très belles figurines, de très très beaux vaisseaux avec des peintures perso éventuellement, notamment celui-ci pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Vraiment de la belle peinture, de la belle figue, du bon jeu. Donc quel a été le résultat? Le résultat a été finalement pas si pire, hein, 0 victoire, hein. Je m'en doutais en partant, hein. Je rappelle que dans ce tournoi-là, une grosse partie des gens font partie de l'équipe du France qui a été championne du monde en 2024. Donc il y a quand même du niveau de jeu assez important. Je suis assez fier d'avoir fait un match nul contre toute attente, hein. J'étais parti pour faire un 0-0-4 et apprendre. J'ai fait un 0-1-3, ce qui m'a permis d'être avant-dernier du tournoi. On était 14 joueurs, c'était sympa. Et tous les joueurs ont eu un lot, ce qui est remarquable aussi, hein, pour avoir fait des tournois où seuls les 3 ou 4 premiers ont des lots et tous les autres ont leurs yeux pour pleurer. Là, c'est pas le cas. Tout le monde est reparti avec des lots, donc des cartes foil, comme on dit maintenant, brillantes, comme on dit dans ma génération, des dés un petit peu rigolos, et puis voilà, beaucoup de choses, des cartes spéciales avec des graphismes un peu spéciaux, vraiment sympas. Donc ça, c'est ce que j'ai eu comme lot. Et quand je vous dis que les gens sont bienveillants, c'est que non, certains joueurs m'ont donné tout un tas de matériel, un kit pour mesurer les portées, j'ai eu des cartes, j'ai eu des tokens, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont donné ces, ces, ces cadeaux que je garde précieusement. Je suis reparti avec une figurine. Guntrek avait imprimé et peint une figurine. Il me l'a prêté pendant le tournoi, il me l'a donné à la fin du tournoi. Merci beaucoup à lui.
J'ai vraiment passé une super journée. Merci pour tout. Euh, et la prochaine aventure aura lieu donc le 6 avril 2025. Je retourne à Orléans pour de nouvelles aventures en tournoi avec cette équipe. La liste va certainement évoluer. Je suis en train de travailler dessus. Mais voilà, si je dois vous dire un truc, venez participer, c'est vraiment quelque chose de sympathique, d'exceptionnel. Euh, c'est pas parce que le jeu est mort que la communauté est morte. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous sur sur cette belle aventure. Bravo et merci. Allez, ciao.